Marilyn Monroe n'était pas juste une autre star hollywoodienne, c'était une icône. Alors, si vous croyez qu'elle était une force puissante qui a révolutionné le divertissement, prenez votre popcorn et plongeons dans la vie de l'une des femmes les plus discutées au monde. Pendant plus de 6 décennies, sa vie et sa mort ont été entourées de rumeurs, de théories et de spéculations sans fin. Maintenant, il n'est pas si facile de séparer le fait de la fiction. À vrai dire, c'est dans les faits que nous réalisons que la vie de Marilyn n'a pas toujours été glamour, et cela changera votre façon de voir son histoire. Femme pleine de mystères, Marilyn n'est pas née Marilyn Monroe. Son vrai nom était Norman Jean Mortenson, et sa mère, Gladys, l'a mise au monde le 1er juin 1926. Malheureusement, malgré son amour incontesté pour son enfant, la nouvelle mère était profondément troublée et luttait contre une grave maladie mentale qui l'empêchait de s'occuper correctement de son bébé. C'était la triste réalité à laquelle Marilyn était confrontée. Même bébé. Son tout premier filet de sécurité n'était pas encore sûr, et vous pouvez déjà prédire que l'enfance de Marilyn était loin d'être stable. Sa mère entrant et sortant des hôpitaux psychiatriques, elle a été ballottée d'une famille d'accueil à l'autre, passant même du temps dans un orphelinat. Comme si cette instabilité ne suffisait pas, elle aurait été maltraitée pendant ses premières années. Des blessures profondes qui ne guériraient jamais complètement. Lorsque Marilyn s'est mariée à 16 ans, ce n'était pas parce qu'elle était amoureuse. Elle l'a fait parce qu'elle avait juste besoin d'une issue. Cette décision d'épouser James, qui était son voisin à l'époque, a dû être prise afin de survivre à une vie douloureuse et terrible qu'aucune jeune fille de 16 ans ne devrait jamais avoir à vivre. Avec un passé aussi troublant, la question que tout le monde se poserait est de savoir comment cette adolescente est passée d'un mariage de convenance à devenir l'une des plus grandes icônes que le monde ait jamais vues. Bien sûr, le processus a été long. Marilyn a commencé par le mannequinat. Les gens étaient attirés par son visage, ses yeux expressifs et son sourire timide mais charmant. Il y avait quelque chose de spécial chez elle, et ce quelque chose a conduit à un contrat avec un grand studio de cinéma au milieu des années 1940. Au début, on lui a confié de petits rôles au cinéma, mais le studio croyait en son potentiel. Ils l'ont lentement remodelé à l'image qu'ils voulaient que le monde voie. Ils ont teint ses cheveux en blond platine éclatant, l'ont encouragé à utiliser la fameuse voix haletante et l'ont entraîné à marcher, à parler et même à rire d'une manière qui correspondait à l'image de Marilyn Monroe. Bientôt, le jeune Norma a commencé à se retirer dans l'ombre et quelqu'un de différent avait émergé, Marilyn Monroe. Mais ce n'était pas entièrement un acte. Marilyn elle-même avait contribué à la création de cette nouvelle personnalité. Maintenant, elle avait le contrôle et un sentiment de dignité. Mais une partie d'elle luttait encore avec qui elle était devenue et comment le public s'attendait maintenant à ce qu'elle se présente. Bien que beaucoup l'aient d'abord considérée comme rien de plus qu'un joli visage, Marilyn a refusé de rester piégée dans le stéréotype de la blonde idiote. Elle voulait prouver qu'elle était plus que de la beauté. Pour ce faire, elle a étudié sérieusement le théâtre à New York, s'asseyant à côté d'acteurs respectés et apprenant auprès de certains des professeurs les plus admirés. Elle a mis tout son cœur dans des rôles dramatiques qui exigeaient honnêteté, profondeur et vulnérabilité. Elle a puisé dans sa propre douleur et ses traumatismes profonds, et ses performances ont stupéfié le public avec une émotion brute. Pourtant, même avec la gloire et le succès, la vie de Marilyn était une lutte constante entre la victoire et la douleur. Elle était adorée par des millions de personnes, mais se sentait souvent profondément seule. Les cicatrices de son enfance instable et les blessures des abus ne l'ont jamais complètement quittée, et Marilyn voulait être aimée, être libérée de ses cicatrices. Ceux qui la connaissaient intimement disaient que Marilyn ne cherchait pas seulement une romance. Elle voulait quelqu'un qui puisse voir au-delà de l'image glamour et remarquer la vraie femme derrière la gloire. Ce qu'elle désirait ardemment,
ce n'était pas seulement la passion, mais l'acceptation. L'acceptation de son vrai moi. Prenez Joe DiMaggio par exemple. Lorsque la star hollywoodienne et la légende du baseball ont commencé à se fréquenter au début des années 1950, le monde a pensé que c'était l'histoire d'amour américaine parfaite. La fille en or de l'écran et le héros du terrain de baseball. Joe avait demandé à la rencontrer, l'imaginant comme la combinaison parfaite de glamour et de chaleur domestique, une femme qui pouvait éblouir le public, mais aussi être une épouse et une mère aimante à la maison. Pourtant, Marilyn a rapidement découvert qu'il était beaucoup plus réservé qu'elle ne l'avait prévu. Elle l'avait imaginé comme un New-Yorkais audacieux et extraverti, mais il était plutôt calme et sur ses gardes. Malgré tout, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie à l'hôtel de ville de San Francisco en janvier 1954. Le public s'est évanoui devant cette union, mais le bonheur n'a pas duré. Alors que la renommée de Marilyn grandissait, Joe est devenu de plus en plus mal à l'aise. Il ne la voulait pas devant les flashs des appareils photos et les foules en liesse. Il la voulait à la maison. Le point de rupture est survenu lors du tournage de 7 ans de réflexion. La scène où la robe blanche de Marilyn s'est soulevée au-dessus d'une bouche de métro a ravi le public partout. Mais pour Joe, c'était insupportable. Pour lui, c'était humiliant. Beaucoup ont dit que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Seulement 9 mois après le mariage, Marilyn a demandé le divorce, invoquant la cruauté mentale. Mais leur histoire ne se terminerait pas vraiment avec un simple bout de papier. Après Joe DiMaggio, il y a eu Arthur Miller, le célèbre dramaturge et penseur. Il était complètement différent de la star du sport qui l'avait précédé. Avec Miller, Marilyn semblait rechercher quelque chose de beaucoup plus profond, une sorte d'amour qui ne concernait pas seulement la passion, mais aussi la compréhension et l'acceptation. Ils se sont mariés le 29 juin 1956, et Marilyn s'est même convertie au judaïsme avant le mariage. La presse s'est moquée de leur relation, publiant des titres comme « L'intellectuel épouse le sablier ». Mais Marilyn croyait vraiment qu'elle avait enfin trouvé le véritable amour. Elle a dit à ses proches que c'était la première fois qu'elle se sentait profondément amoureuse, comme si elle avait rencontré quelqu'un qui pouvait enfin voir la femme réfléchie et curieuse, cachée derrière l'image glamour d'Hollywood. Malheureusement, la vraie vie ne s'est pas déroulée comme elle l'avait imaginé. Les choses ont commencé à s'effondrer lorsque Marilyn a découvert les notes privées de Miller, dans lesquelles il avait écrit qu'il se sentait déçu par elle. Cette révélation l'a brisé, la laissant le cœur brisé. Comment se remettre après avoir appris que la personne que l'on admire le plus ne ressent peut-être pas la même chose pour nous? En plus de cette douleur émotionnelle, Marilyn a subi plusieurs fausses couches. Chaque perte l'a laissée plus faible, plus fragile et plus blessée. Leur mariage ne s'est jamais vraiment remis de ses coups durs. En janvier 1961, ils ont divorcé juste avant la sortie de Les Désaxés, un film écrit par Miller comme une sorte de cadeau final pour elle. En fin de compte, il semblait que Marilyn courait toujours après l'approbation de Miller jusqu'au tout dernier moment. Et puis, il y a eu les liaisons supposées avec le président John Kennedy et son frère Robert. Cela reste l'un des aspects les plus discutés de la vie de Marilyn. Sa performance haletante et inoubliable de Happy Birthday, Mr. President, en mai 1962, a fait sourciller dans tout le pays. Ce n'était pas seulement la robe étincelante ou le ton enjoué de sa voix, mais aussi la tension que tout le monde pouvait ressentir sans qu'elle ne soit jamais prononcée à voix haute. À cette époque, des chuchotements avaient déjà commencé à se répandre sur son implication avec le président. Certains initiés ont même affirmé qu'elle avait également été proche de Bobby Kennedy. Selon le biographe James Spader, il était tout à fait clair que Marilyn avait eu une relation amoureuse avec les deux frères. Certains rapports suggéraient que Marilyn avait menacé de révéler les liaisons, espérant peut-être prendre le contrôle de sa propre histoire dans une vie qui semblait souvent pleine de secrets. Puis, soudain, la nouvelle de la mort de Marilyn a étreint le monde
comme une explosion soudaine. Le 4 août 1962 devait être un jour comme les autres chez Marilyn à Brentwood. Rien ne semblait inhabituel jusqu'aux premières heures du lendemain matin. En surface, selon le rapport officiel, sa gouvernante, Eunice Murray, a déclaré avoir trouvé le corps sans vie de Marilyn vers 3 heures du matin, le 5 août. Elle a affirmé s'être inquiétée, puis avoir appelé le psychiatre de Marilyn, le docteur Ralph Greenson, qui a cassé une fenêtre pour entrer dans sa chambre. Peu de temps après, le médecin de Marilyn, le docteur Hyman Engelberg, est arrivé à 10 minutes de 4 heures. L'histoire officielle des dernières heures de Marilyn Monroe était simple. Une star troublée retrouvée morte dans son lit à la suite d'une overdose. Mais au fil des années, de nouveaux détails ont été révélés et d'anciens témoignages ont été remis en question. La vérité semble maintenant beaucoup moins claire, peut-être même plus sombre. Beaucoup de gens se demandent si la mort de Marilyn était vraiment ce qu'on nous a dit. Tout d'abord, les gens se sont demandé, même si la situation semblait grave, la police n'a été contactée qu'à 4h25, soit plus de 30 minutes plus tard. Que s'est-il passé pendant cette demi-heure manquante? Et ce n'était pas le seul point soulevé. Certains rapports indiquent que des voisins ont déclaré plus tard avoir vu une ambulance devant la maison de Marilyn beaucoup plus tôt dans la nuit, vers 22 heures. Cela signifierait une différence de 5 heures, ce qui change complètement le calendrier. Plus étrange encore, Eunice Murray a d'abord dit à la police qu'elle s'était inquiétée pour Marilyn vers minuit. Plus tard, pour le procès-verbal officiel, elle a changé son histoire pour dire 3 heures. Pourquoi changer son récit? Que cachait-elle exactement? Les contradictions ne s'arrêtent pas là. Murray et le docteur Greenson, deux des personnes les plus proches de Marilyn, ont fait des déclarations qui non seulement étaient en conflit l'une avec l'autre, mais qui, parfois, étaient également en contradiction avec leurs propres paroles antérieures. Dans des conversations enregistrées plus tard, Murray a admis quelque chose qui avait longtemps fait l'objet de rumeurs. Robert Kennedy avait rendu visite à Marilyn à son domicile cet après-midi même, et selon elle, ce n'était pas une visite amicale. Cela s'est terminé par une terrible dispute qui jette une ombre sombre sur les heures qui ont suivi, surtout compte tenu des relations tendues entre Marilyn et la famille Kennedy à l'époque. Cela a amené les fans à se demander si Marilyn était en possession d'informations sensibles qui auraient provoqué des remous dans les eaux calmes des puissants. Selon d'autres rapports, Walt Schaffer, qui possédait une entreprise d'ambulance à l'époque, a donné un récit qui a changé tout ce que les gens pensaient savoir sur ses derniers instants. Il a déclaré que Marilyn avait été transportée d'urgence à l'hôpital un vendredi soir, mais au moment où ils sont arrivés auprès d'elle, elle était déjà à peine en vie. Au début, cela peut sembler être un détail triste de plus dans la mort d'une célébrité. Mais voici le problème. Cette version va complètement à l'encontre du calendrier officiel auquel le monde croit depuis des décennies. Comment quelque chose d'aussi important que l'heure à laquelle elle a été retrouvée et son état peuvent-ils être si différents du procès-verbal? Ce n'est pas une petite erreur, c'est un énorme signal d'alarme. L'histoire de Schaffer suggère que quelque chose ou quelqu'un est intervenu avant que la vérité ne puisse atteindre le public. Des rapports affirment également qu'il y a eu des efforts urgents et soudains pour effacer toute trace des frères Kennedy de la vie de Marilyn avant l'annonce de sa mort. C'était presque comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de panique, se précipitant pour nettoyer tout ce qui pourrait pointer vers des personnes puissantes. N'est-il pas étrange de voir autant d'efforts déployés pour dissimuler les choses avant même que le monde sache qu'elle était partie? Avançons de 20 ans. En 1982, après 2 décennies de rumeurs et de spéculations sans fin, le procureur du district de Los Angeles, John Van Amp, a cédé à la pression publique et a rouvert l'affaire Marilyn,
non pas parce que les autorités le voulaient vraiment, mais parce que le public exigeait des réponses. S'agissait-il vraiment d'automutilation? Était-ce un accident? Ou était-ce quelque chose de plus sombre? Après un examen qui a duré 3 mois, le bureau de Vanderhamp a décidé que Marilyn s'était soit suicidée, soit était décédée accidentellement. Sur le papier, l'affaire semblait close une fois de plus. Mais il y avait un problème. Cette nouvelle enquête, bien qu'ayant de bonnes intentions, n'a pas creusé les plus grands mystères. Le procureur adjoint du district, Ronald Carroll, a admis que 2 questions principales continuaient de poser problème dans l'affaire. La première était la source incertaine des médicaments de Marilyn. D'où venaient exactement toutes ces pilules? Ont-elles été prescrites correctement ou ont-elles été distribuées secrètement par quelqu'un avec de mauvaises intentions? La deuxième était l'étrange retard à appeler la police. Dans une situation impliquant une star aussi célèbre que Marilyn, ne vous attendriez-vous pas à ce que la police soit appelée dès que quelque chose semble anormal? Mais ici, il y a eu un retard que personne n'a pu expliquer. Qui a attendu et qu'attendait-il? L'un des nombreux journalistes d'investigation qui a passé du temps à suivre cette affaire est Anthony Summers. Il a passé de nombreuses années à étudier la vie de Marilyn et ses dernières heures pour son livre et est parvenu à une conclusion qui donne à réfléchir. Bien que sa mort ait pu être causée par une overdose, elle n'était pas simple et elle n'était pas innocente. Summers pensait que sa mort n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une dissimulation soigneusement contrôlée, protégée par ceux qui avaient de puissantes raisons de garder la vérité cachée. Pourquoi quelqu'un ferait-il de tels efforts si sa mort n'était vraiment qu'une question d'excès de pilules? Summers a découvert quelque chose que les enquêteurs précédents avaient ignoré, des enregistrements des séances de thérapie de Marilyn. John Miner, un ancien procureur de Los Angeles qui a écouté ces bandes, a déclaré qu'elle montrait une femme qui n'était pas du tout désespérée. En fait, elle avait l'air positive, se réjouissant de l'avenir et pleine de projets. Miner a insisté sur le fait qu'elle n'était pas du tout dans un état d'esprit à mettre fin à ses jours. Mais ensuite, les bandes ont disparu après sa mort. Ont-elles été perdues par accident ou ont-elles été effacées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'histoire que les autorités voulaient que le monde croie? Ensuite, il y a les preuves physiques. L'histoire officielle prétend qu'elle a avalé environ 40 pilules, mais lorsque les enquêteurs sont arrivés, il n'y avait aucun verre d'eau près de son lit. Plus étrange encore, le rapport toxicologique n'a révélé aucun résidu de pilule dans son estomac. Cela semble impossible si elle avait avalé autant de capsules peu avant sa mort. Au lieu de cela, l'autopsie a révélé des niveaux très élevés de substances nocives dans son sang et son foie, ce qui suggère qu'elles ont été injectées dans son corps plutôt qu'avalées. Pourquoi Marilyn s'injecterait-elle du poison au lieu de simplement prendre quelques pilules? Et si elle ne l'a pas fait, alors qui l'a fait? Ajoutant au mystère, d'importants relevés téléphoniques de la nuit de sa mort ont également disparu. Ces relevés auraient pu montrer avec qui elle a parlé dans ces dernières heures. Comment autant de détails cruciaux ont-ils pu disparaître au moment précis où ils étaient le plus nécessaires? Il est difficile de ne pas croire que quelqu'un contrôlait l'histoire. Des découvertes récentes n'ont fait qu'ajouter plus de doutes à l'histoire officielle de la mort de Marilyn Monroe. De nouveaux enregistrements et de nouveaux témoignages ont été révélés, changeant la façon dont les gens voient ce qui s'est réellement passé. L'une de ces voix est celle de l'ancien agent de la lutte contre la drogue James Hall, qui a directement affirmé que Robert Kennedy était présent la nuit de la mort de Marilyn. Cela va à l'encontre des dénégations officielles. Et si cela ne suffisait pas, l'expert en surveillance Fred Ottach a confirmé que la maison de Marilyn avait été mise sur écoute et qu'elle le savait. Imaginez réaliser que vos moments les plus privés étaient écoutés. Des rapports indiquent qu'elle se sentait profondément en colère et violée par cette intrusion. Cela soulève des questions troublantes. Qui écoutait et pour quelles raisons?
Tout cela affaiblit l'idée que la mort de Marilyn était un simple cas d'autodestruction. Et il est bien connu que même après la fin du mariage entre Marilyn et Joe, Joe est resté discrètement dévoué. Il était là pendant ses moments les plus difficiles, l'aidant même à organiser sa sortie d'une clinique psychiatrique. Quand elle est décédée, il a planifié ses funérailles. Et dans l'un des gestes de loyauté les plus touchants, il a fait livrer des roses sur sa tombe 3 fois par semaine, une tradition qui a duré 20 longues années. Mais voici la partie discutable. Frank Sinatra est la personne qui a présenté Marilyn au Kennedy. Et il est rapporté que Joe n'a jamais pardonné à Sinatra d'avoir joué ce rôle dans la vie de Marilyn. Joe pensait que ces relations avaient contribué aux problèmes que Marilyn rencontrait et avaient peut-être conduit à cette terrible fin. Peut-être que la vraie tragédie était à quel point elle essayait encore d'apprendre à s'aimer. En fin de compte, la mort de Marilyn Monroe ressemble toujours à une histoire inachevée. Malgré ce que dit la version officielle, les preuves manquantes, les histoires tordues et les noms puissants liés à sa vie pointent tous vers une conclusion différente. Qu'elle ait été réduite au silence pour protéger des secrets, ou qu'elle soit simplement devenue la victime d'une erreur tragique, la vérité a été obscurcie pendant des décennies. Cela fait partie de la tragédie de Marilyn Monroe. Le fait que son histoire ait été déformée, ridiculisée et dénaturée pendant des décennies. Au lieu d'être commémorée comme une femme essayant de tirer le meilleur parti d'une vie difficile, elle a été décrite comme une triste toxicomane qui ne pouvait tout simplement pas suivre sa vie. Mais nous savons que c'est loin de la vérité. Ce qui reste clair, c'est que Marilyn était plus qu'une simple star hollywoodienne. C'était une femme qui a persévéré. Lorsque la vie lui a réservé un départ difficile, elle s'est battue pour s'en sortir. Elle ne s'est pas seulement mise dans une situation confortable. Elle a inspiré beaucoup de gens. Le mystère est dévoilé. Marilyn était une combattante. Elle n'était pas du genre à abandonner aussi facilement.